Bonjour, je souhaite que mes vidéos suscitent de plus en plus votre intérêt. Donc, la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la méthodologie de définition du contexte de l'organisme. C'est une exigence qui est commune entre plusieurs normes de management, à savoir l'ISO 9001, la norme de management de la qualité, l'ISO 14001, la norme de management environnemental, l'ISO 45001, la norme de management de la santé et la sécurité au travail, l'ISO 50001 relative à l'efficacité énergétique et l'ISO 22000 qui est relative à la sécurité des denrées alimentaires. Donc, restez concentrés avec moi. Je vais partager avec vous une méthode simple et facile à déployer. Pour démarrer, on va clarifier tout d'abord quelques notions élémentaires relatives au contexte de l'organisme. Un organisme, c'est une personne ou groupe de personnes ayant un rôle avec les responsabilités, l'autorité et les relations lui permettant d'atteindre ses objectifs. Donc, chaque organisme est caractérisé par sa mission, sa vision, sa stratégie et sa politique ou bien ses politiques. On commence par la mission. La mission, c'est la raison d'être d'un organisme telle qu'elle est formulée par sa direction. Ici, j'illustre l'exemple de Kraft Food, donc sur sa page web. L'objectif de Kraft Food est un appel inspirant à l'action, notre raison d'exister. Cela nous rappelle jour après jour pourquoi nous sommes ici. Après tout, nous sommes une entreprise de produits alimentaires et de boissons. Une entreprise dont les produits et les marques suscitent de la joie, rassemblent les gens et créent des moments mémorables pour les gens du monde entier. Avec dévouement et passion, nous fournissons aux consommateurs et à leurs familles des produits qu'ils connaissent, aiment et auxquels ils font confiance. Tout simplement, nous contribuons à nourrir le monde et nous le faisons délicieusement. On passe à la vision. La vision, ce sont les aspirations à ce que l'entreprise souhaite devenir à long terme. L'exemple toujours du web, de Nestlé, de la société Nestlé, notre vision et nos valeurs. Être une entreprise leader et compétitive dans le monde de la nutrition, de la santé et du bien-être, offrant une meilleure valeur aux actionnaires et en étant une entreprise citoyenne privilégiée, un employeur privilégié et un fournisseur privilégié vendant des produits privilégiés. La stratégie, quant à elle, elle permet de définir un cap, de se fixer une orientation ou une ligne directrice. Tout simplement, la stratégie, c'est un plan d'action pour atteindre un objectif à long terme ou global. Dès qu'on parle de stratégie, la notion de choix s'impose. En effet, lors du développement de la stratégie, il est impossible de tout réaliser. Donc, à un certain temps, il faut procéder à des choix, ce qu'on appelle des décisions stratégiques. Pour faire simple, la stratégie se résume à la réponse à 3 questions. Où sommes-nous? Où allons-nous? Comment y allons? La politique. La politique générale de l'entreprise est un ensemble de principes, de normes, de comportements qui sont émis par la direction et qui s'imposent à tous les opérateurs de l'entreprise. La politique générale oriente les décisions prises dans l'entreprise dans le domaine stratégique. On passe à la politique QSE, qui est une politique en matière de qualité, sécurité, environnement, énergie. Elle est généralement cohérente avec la politique générale de l'organisme. Elle peut être alignée avec sa vision, sa mission. Prenons comme exemple la politique qualité. La politique qualité, elle comprend en plus des objectifs l'engagement de la satisfaction des clients, l'engagement de la satisfaction des exigences légales et réglementaires et l'engagement à l'amélioration continue. Maintenant, on passe au contexte de l'organisme. Le contexte de l'organisme, c'est une exigence commune entre les différentes normes de management qu'on vient de citer, qualité, sécurité, environnement, énergie, sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Le premier chapitre 4, il est dédié au contexte de l'organisme. Le contexte de l'organisme, il est défini par la compréhension de l'organisme, chapitre 4.1, par la compréhension des attentes des parties intéressées, chapitre 4.2, et par le domaine d'application, chapitre 4.3, et par le système de management au niveau du chapitre 4.4.
Donc, pour le premier sous-chapitre du chapitre 4, le contexte, c'est la compréhension d'organisme. Il s'agit de déterminer les enjeux internes et externes de l'organisme. D'abord, qu'est-ce qu'un enjeu? Un enjeu, c'est tout simplement ce que l'on peut gagner ou perdre en faisant quelque chose ou en ne le faisant pas. Donc, en général, le contexte interne il est lié à la culture d'entreprise, des attentes des travailleurs, des conditions de travail, des infrastructures, de la diversification des produits, de l'organisation de travail, de la compétitivité intersite. Les enjeux externes, ils sont liés à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire environnement juridique, technologique, concurrentiel, économique, commercial, culturel, social, etc. Si par exemple on met en place un système de management de la qualité, donc on détermine les enjeux internes et externes liés à notre système de management de la qualité. L'outil simple pour réaliser l'analyse de contexte, c'est l'analyse SWOT. On définit en interne les forces et les faiblesses et en externe les opportunités et les menaces. Cette analyse, on peut la faire en comité de direction. Il s'agit de faire un inventaire des forces et des faiblesses de la structure dans le domaine choisi, dans le domaine qualité par exemple, ou dans le domaine SST ou dans le domaine environnemental, et de lister quels sont les facteurs externes qui constituent des menaces ou des opportunités. Et à partir de là, on essaie de regrouper pour avoir des enjeux principaux, 4 ou bien 5 enjeux sur lesquels on va travailler par la suite. Donc, je vous donne un exemple d'analyse de contexte par la méthode SWOT. Je cite l'exemple des éléments liés aux forces. Par exemple, un personnel qualifié, l'intégration de nouveaux produits, la recherche et développement, l'innovation liée à la recherche et développement, la digitalisation des activités de l'organisme. Les faiblesses, on peut citer le turnover, les plans de relève, les infrastructures vétustes, les grèves, un mauvais packaging. Pour les opportunités externes, on peut citer le e-commerce, le web marketing, le contexte favorable au développement de projets dans les énergies renouvelables, le financement de projets, le développement d'expertise. Donc pour les menaces, on trouve une concurrence accrue. C'est des exemples concrets que je vous donne. La sécheresse, l'empreinte carbone, l'aménagement d'un lotissement à côté d'un site, l'apparition des lois contraignantes. Donc pour boucler la partie enjeu, je vais vous donner comment on va prendre en compte les enjeux qui ont été définis dans le chapitre 4.1. Donc, on définit pour chaque enjeu, est-ce que c'est une opportunité ou un risque? On définit le risque, l'intitulé des risques et de l'opportunité. Je vous donne l'exemple, acquérir de nouveaux marchés au niveau africain. Donc, c'est une opportunité. Donc, on va mettre quelles sont les actions sur lesquelles on va travailler pour avoir plus de marchés. Et on va dire quels sont les processus concernés par ces actions, c'est-à-dire quels sont les processus. Est-ce que c'est un processus commercial, c'est le processus réalisation, c'est le processus gestion des projets, etc. Et les responsables de chaque action. Et on définit le critère d'efficacité. C'est très important de définir un critère d'efficacité. Quels sont les critères qui vont me permettre de dire que les actions que j'ai réalisées me permettent de saisir l'opportunité que j'ai définie qui est liée à l'enjeu. Donc les critères d'efficacité, c'est l'évolution, c'est la tendance de l'évolution. Par exemple, si on garde le même exemple, c'est la tendance de l'évolution. Est-ce que j'ai des parts de marché qui sont en hausse ou bien en baisse? Car par la suite, on va définir l'efficacité des actions. Si elles sont efficaces, c'est parce qu'il y a une tendance évolutive, bien sûr. Après, le deuxième chapitre consiste en la compréhension des besoins et attentes des parties intéressées par la détermination des parties intéressées pertinentes et l'identification des besoins et attentes de ces parties intéressées identifiées. Donc, les parties intéressées, on cite les actionnaires, les donneurs de fonds, les pouvoirs publics, les syndicats, les ONG, les clients directs et indirects, les collaborateurs, les riverains et les fournisseurs. Donc, il s'agit de faire un inventaire des parties intéressées liées au système de management en question. Ensuite, procède à la définition du profit de la partie intéressée.
Donc, on utilise la matrice pouvoir-intérêt des parties prenantes. C'est-à-dire, si j'ai un pouvoir élevé et un intérêt fort, je dois effectuer une gestion rapprochée. C'est une partie intéressée pertinente. Le pouvoir élevé et un intérêt faible, il faut que je le garde satisfait. C'est une partie intéressée pertinente. Si j'ai un pouvoir faible et un intérêt fort, donc je dois lui tenir informé. Donc, c'est pertinent. Si j'ai un pouvoir faible et un intérêt faible, je le surveille, donc c'est pas pertinent. Je le surveille, mais c'est pas pertinent. Donc, à partir de là, pour chaque partie intéressée, je définis le pouvoir et l'intérêt pour statuer sur la pertinence. Après avoir défini la pertinence des parties intéressées, on passe au recensement des exigences et bien sûr qui sont en relation avec le système en question. Donc on retient, peut-être qu'il y a plusieurs attentes, mais on retient celles qui sont liées au système de management en question. Donc par exemple on recense 4 ou bien 2 ou bien 3. Et pour les normes de l'ISO 45001, ISO 14001 et 50001, l'obligation de conformité, c'est une exigence. Donc, il faut définir lesquelles devient une obligation de conformité. C'est-à-dire, ils sont considérés au même titre que les exigences légales et réglementaires. Donc, si c'est oui, il faut les intégrer dans le cadre de l'évaluation. Il faut y répondre. Donc, la prise en compte des attentes. Si on répond à cette attente, on va saisir une opportunité ou on va avoir un risque et on va définir quel est l'intitulé du risque et de l'opportunité, c'est-à-dire il faut formuler perte de part de marché, client insatisfait, etc. Perte de clients, donc il faut opportunité, augmentation du chiffre d'affaires. Donc il faut formuler le risque ou l'opportunité associée à l'attente de la partie intéressée. Donc ensuite, on définit ce que ces dispositions ils sont prévus dans le système en question. On détermine quels sont les processus concernés par ces dispositions et on peut répondre à la question suivante. Est-ce que les dispositions sont-ils suffisantes? Si c'est oui, c'est bon. Sinon, on engage des actions, de nouvelles actions ou bien des actions complémentaires. Et bien sûr, si le risque n'est pas couvert dans le cadre du système, il faut engager des actions. Donc, ces actions, que ce soit les actions issues de l'analyse des attentes des parties intéressées et les actions issues de l'analyse des enjeux, font l'objet d'une planification responsable, délai, moyens, etc. Donc, les critères d'efficacité, il faut les définir pour statuer est-ce que les actions qui ont été faites face au risque sont pertinentes, sont efficaces. Donc, il faut, dès le début, définir les critères d'efficacité. Ma présentation touche sa fin. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions ou des points que vous voulez que je vous développe, n'hésitez pas à laisser moi des commentaires ou me contacter par email. Merci.